En 1936, pendant que les armées européennes se préparaient en silence à une guerre inévitable, un ingénieur soviétique peu connu remettait à l'état-major de l'armée rouge une arme qui n'avait aucun équivalent au monde. Une vingtaine d'années plus tôt, ce même homme construisait ses premiers mécanismes dans un atelier de fortune, sans formation académique, sans ressources, sans soutien officiel. Son nom était Sergueï Gavrilovitch Simonov, et l'arme qu'il venait de créer allait bouleverser pour toujours la conception du fusil d'infanterie soviétique. L'histoire de l'AVS-36 commence bien avant sa date officielle de naissance. Dès 1926, Simonov travaillait sur le concept d'un fusil semi-automatique à rechargement par gaz, capable de tirer coup par coup ou en rafale continue. À cette époque, la majorité des armées mondiales s'accrochaient encore à leurs fusils à verrou hérités de la Grande Guerre. Les Français avaient leur Lebel, les Allemands leur Karabiner 98, les Britanniques leur Lee Enfield. Tous ces fusils partageaient le même défaut fondamental. Le soldat devait actionner manuellement la culasse entre chaque tir, perdant de précieuses secondes dans le feu du combat. Simonov voyait les choses autrement. Pendant 10 ans, il développa, modifia, détruisit et recommença ses prototypes. Ce n'était pas un ingénieur de bureau. Il démontait lui-même chaque pièce, testait chaque mécanisme sous des conditions extrêmes, comprenait instinctivement les forces qui s'exerçaient sur le métal lors du tir. L'armée rouge le surveillait avec intérêt, mais sans enthousiasme particulier, car plusieurs autres concepteurs travaillaient en parallèle sur des projets similaires. Le plus dangereux rival de Simonov s'appelait Fyodor Tokarev, déjà célèbre pour son pistolet TT, qui développait lui aussi un fusil semi-automatique avec des ressources bien supérieures et un réseau de soutien institutionnel considérable. Le principe technique central de l'AVS-36 était révolutionnaire pour l'époque. Simonov conçut un système de fermeture par coin vertical, un bloc d'acier massif qui descendait depuis le bas de la culasse pour verrouiller la cartouche en chambre avec une force considérable. Ce système permettait de supporter des pressions internes largement supérieures à celles des fusils classiques, ce qui ouvrait la voie à l'utilisation de cartouches puissantes du calibre 7,62 mm. Lorsque le coup partait, les gaz propulsifs étaient dérivés depuis le canon vers un cylindre situé sous le fût, poussant un piston qui actionnait l'ensemble culasse-chien avec une violence parfaitement contrôlée. Le principe en lui-même n'était pas totalement nouveau, mais la manière dont Simonov l'avait intégré dans une architecture compacte et robuste était sans précédent dans l'arsenal soviétique. Ce qui rendait l'AVS-36 absolument unique parmi toutes les armes de son époque, c'était sa capacité à tirer en mode automatique continu. Aucun fusil d'infanterie standard au monde, en 1936, ne possédait cette caractéristique opérationnelle. Mais Simonov avait résolu ce problème de façon particulièrement intelligente. Le passage en mode automatique n'était pas accessible aux simples soldats. Il était contrôlé par une vis spéciale, placée devant la pontaie, qui ne pouvait être actionnée qu'avec une clé détenue exclusivement par le commandant d'unité. Cette décision de conception reflétait une doctrine militaire précise. La cadence de tir automatique était une ressource tactique réservée aux moments critiques, déclenchée sur ordre, jamais au gré du soldat individuel. Dans les faits, ce mécanisme de contrôle constituait aussi une réponse directe aux craintes de l'état-major concernant la consommation excessive de munitions. La fabrication de l'AVS-36 était d'une exigence extraordinaire. Chaque arme produite à l'usine d'Ijevsk portait des marquages individuels sur la quasi-totalité de ses composants majeurs. La culasse, le coin de fermeture, la chambre à gaz, le percuteur. Tous partageaient le même numéro de série que l'arme mère. Cette pratique s'expliquait par une réalité industrielle de l'époque. Les tolérances de fabrication n'étaient pas encore suffisamment standardisées pour garantir l'interchangeabilité totale des pièces entre différents exemplaires. Autrement dit, démonter deux AVS-36 et mélanger leurs composants était une opération risquée, susceptible de produire une arme défectueuse. Cette contrainte logistique, qui semblait anodine en temps de paix, allait se révéler catastrophique dans les conditions d'un conflit réel. Entre 1936 et 1939, au moins 4 variantes distinctes de l'AVS-36 furent produites. Les guidons différaient, les freins de bouche évoluèrent, les protège-mains changèrent de forme, les systèmes de fixation de baïonnettes furent modifiés. La baïonnette elle-même était une innovation remarquable.
Ce couteau à lame longue pouvait se replier sous le canon pour servir de bipied improvisé, offrant un appui stable pour le tir couché à longue distance. C'était l'une des premières baïonnettes couteaux de l'histoire militaire soviétique, conçue non plus comme une simple arme blanche d'assaut, mais comme un outil multifonction intégré à la doctrine de combat. Au moment où l'AVS-36 était officiellement adopté par l'armée rouge, John Garand finalisait de son côté son propre fusil semi-automatique pour l'armée américaine. Le M1 Garand fut accepté par l'armée des États-Unis quelques mois seulement après l'AVS-36. Les deux armes partageaient la même ambition, remplacer le fusil à verrou par une arme à rechargement automatique. Mais là où le Garand misait sur la simplicité et la robustesse, Simonov avait choisi la complexité et la performance brute. Ce choix allait définir le destin de son arme de façon irrévocable. L'usine d'Ijevsk tournait à plein régime en 1936, et les premiers exemplaires de série de l'AVS-36 sortaient des chaînes de production avec une précision d'horlogerie que peu d'arsenaux soviétiques avaient atteinte jusqu'alors. Chaque pièce était ajustée à la main, polie, vérifiée. Les ouvriers qui manipulaient ces armes pour la première fois remarquaient immédiatement quelque chose d'inhabituel. Un niveau de finition qui dépassait largement ce que l'on attendait d'un fusil militaire de série. Les surfaces internes de la culasse étaient usinées avec une régularité presque parfaite, les arêtes vives soigneusement chanfreinées, les ressorts calibrés avec une précision qui forçait le respect même des techniciens les plus expérimentés. Le mécanisme de culasse de l'AVS-36 était d'une complexité que ses contemporains n'avaient pas anticipée. Le corps de culasse lui-même était relativement léger pour une arme de cette puissance, car Simonov avait systématiquement évidé le métal partout où cela était mécaniquement possible, réduisant la masse mobile sans compromettre la résistance structurelle. À l'intérieur de ce corps circulait le percuteur, une pièce de forme particulièrement allongée qui frappait l'amorce avec une énergie contrôlée. Le percuteur était maintenu en position armée par une gâchette secondaire logée à l'intérieur même de la culasse, un détail de conception que la quasi-totalité des observateurs étrangers ayant eu accès à l'arme n'avaient pas immédiatement compris lors de leurs premières inspections. C'est précisément ce mécanisme interne qui rendait possible le tir automatique de l'AVS-36. Lorsque le verrou se fermait en fin de course, le guide culasse remontait mécaniquement et libérait le percuteur par simple interaction géométrique entre les surfaces en contact, sans intervention du doigt sur la détente. En mode automatique, l'arme se rechargeait et tirait d'elle-même tant que la détente restait pressée et que le magasin contenait des cartouches. Ce principe, dit de percussion automatique par fermeture de culasse, était d'une élégance mécanique redoutable, mais il imposait des contraintes de fabrication extrêmement sévères. Le moindre jeu excessif entre les pièces pouvait provoquer un départ involontaire, et le moindre manque de jeu pouvait bloquer l'arme au moment le plus critique. Le mécanisme de détente proprement dit était lui aussi d'une sophistication remarquable. Deux gâchettes indépendantes coexistaient dans le pontet. La première contrôlait le tir coup par coup, la seconde intervenait uniquement en mode automatique. Ces deux éléments s'articulaient autour de deux axes transversaux fixés dans le boîtier par de simples goupilles cylindriques, sans aucune vis supplémentaire. Un ressort hélicoïdal unique, enroulé autour de l'axe de détente, assurait simultanément le rappel de plusieurs pièces mobiles. Simonov avait réussi à réduire le nombre total de composants du mécanisme de détente à un niveau que ses contemporains jugeaient presque irréaliste pour une arme aussi polyvalente. Les techniciens de l'état-major qui démontèrent les premiers exemplaires de série restèrent silencieux un long moment devant l'ensemble démonté, aligné sur leur table d'inspection. Le couvercle de boîtier méritait lui aussi une attention particulière. Cette pièce d'apparence simple dissimulait en réalité une fonction structurelle essentielle. Elle guidait le ressort récupérateur et maintenait l'alignement du dit culasse lors du cycle de tir. Son déverrouillage s'effectuait par rotation d'un levier latéral, qui libérait simultanément un ergot de centrage et permettait le recul du couvercle vers l'arrière. Ce système, que Simonov reprendrait plus tard dans d'autres de ses créations, offrait un accès rapide au mécanisme interne sans nécessité d'outils particuliers, ce qui était loin d'être une évidence sur les armes militaires de cette génération. La chambre à gaz méritait une mention spéciale. Positionnée sous le canon à environ 2/3 de sa longueur depuis la culasse, elle était alimentée par un orifice percé directement dans l'âme du canon. Le piston qui en résultait
agissait sur un poussoir de dimension inhabituellement importante pour ce type d'arme. Une pièce massive, coulissant sur des rails usinés directement dans le boîtier supérieur, qui transmettait son énergie à la culasse par contact direct sur une surface plane. Cette surface de contact, volontairement large, répartissait les efforts d'impact sur une zone étendue du boîtier, limitant l'usure prématurée que l'on observait sur des systèmes à contact ponctuels. La contrepartie de cette robustesse était que le poussoir ne pouvait pas être démonté indépendamment sans retirer au préalable le support de hausse, une opération qui nécessitait l'extraction d'une goupille transversale et le dégagement d'un ergot à champignons logé dans un alésage du boîtier. Le frein de bouche de l'AVS-36 était imposant, immédiatement reconnaissable, avec sa large fenêtre supérieure d'évacuation des gaz et ses deux fentes longitudinales inférieures. Il apparut dès les premières versions de l'arme, et sa géométrie évolua légèrement selon les séries de fabrication. Son efficacité était réelle. Sans lui, le recul du 7,62 mm en tir automatique aurait rendu l'arme pratiquement incontrôlable pour un tireur moyen. Avec lui, la dispersion restait acceptable en tir semi-automatique, mais devenait rapidement importante dès la 3e ou 4e cartouche tirée en rafale. Ce constat, établi dès les premiers essais au polygone, allait alimenter des débats techniques intenses au sein des commissions d'évaluation de l'Armée rouge. Le magasin amovible de 15 cartouches pouvait également être réapprovisionné directement depuis le magasin ouvert, à l'aide de chargeurs en laiton introduits par le dessus de la culasse ouverte, une disposition pratique héritée des fusils à verrou qui rassurait les fantassins habitués aux armes classiques. Cette double possibilité d'alimentation, par magasin détachable ou par chargeur fixe, était une concession tactique intelligente à une infanterie soviétique dont la majorité des soldats n'avaient jamais manipulé d'armes semi-automatiques de leur vie. Les polygones d'essais soviétiques des années 30 étaient des endroits où les carrières se faisaient et se défaisaient en quelques jours. Les commissions militaires qui y officiaient ne rendaient pas seulement des verdicts techniques, elles influençaient directement les décisions politiques au sommet de l'État soviétique, à une époque où un rapport défavorable pouvait envoyer son auteur aussi bien vers une décoration que vers un camp de travail. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que l'AVS-36 affronta officiellement son principal concurrent, le fusil semi-automatique de Tokarev lors des essais comparatifs de 1935 et 1936. Les deux armes étaient profondément différentes dans leur philosophie de conception. Tokarev avait privilégié la simplicité de fabrication et la facilité d'entretien, sacrifiant délibérément certaines performances balistiques pour obtenir une arme que des soldats peu instruits pourraient maîtriser rapidement. Simonov avait fait le choix inverse. Une mécanique sophistiquée, des performances maximales, une polyvalence tactique inégalée, au prix d'une complexité qui exigeait un entretien rigoureux et une formation sérieuse. Ces deux visions s'affrontèrent directement sur les stands de tir, sous les yeux de commissaires militaires dont certains avaient déjà choisi leur camp avant même que le premier coup de feu soit tiré. Les résultats des essais d'endurance furent éloquents. Sur le critère de la précision en tir semi-automatique, l'AVS-36 se montrait supérieur à la plupart de ses concurrentes directes. Sa vitesse initiale de balle était excellente, sa régularité de fonctionnement en conditions normales satisfaisante. Le seuil de qualification fixé par la Commission pour l'endurance était d'environ 27 000 coups tirés sans défaillance majeure, un standard extrêmement élevé pour l'époque. L'AVS-36 franchit ce seuil, ce qui constituait en soi une performance remarquable pour une arme aussi complexe mécaniquement. Mais les essais en conditions dégradées racontaient une histoire bien différente. Lorsque les techniciens introduisirent délibérément de la poussière, du sable et de la boue dans les mécanismes, les problèmes apparurent rapidement. Le système de verrouillage par coin vertical, si efficace en conditions normales, se révélait sensible à la contamination par des particules abrasives qui s'accumulaient dans les rails de guidage du coin. Le poussoir de culasse, avec son logement difficile d'accès, piégeait la saleté d'une manière que les armuriers de campagne ne pouvaient résoudre sans un démontage partiel, long et délicat. Ces défauts n'étaient pas rédhibitoires en eux-mêmes, mais ils prenaient une dimension critique dans le contexte d'une armée soviétique dont les soldats venaient majoritairement de régions rurales et disposaient d'une formation technique limitée. Le problème du réarmement manuel était lui aussi apparu avec une netteté brutale lors des essais. Pour armer la culasse à la main, le tireur devait exercer une force considérable sur la poignée d'armement,
une contrainte qui obligeait dans la pratique à coincer la crosse sous l'aisselle ou contre une surface dure pour obtenir un appui suffisant. En conditions de combat, allongé dans une tranchée ou derrière un obstacle, cette opération devenait une acrobatie périlleuse. Les soldats testeurs signalèrent unanimement cette difficulté dans leur rapport, et les membres de la commission technique notèrent soigneusement chaque occurrence dans leur registre d'évaluation. La question du tir automatique posa également des problèmes inattendus. En mode rafale, la dispersion verticale des impacts augmentait de façon significative dès la deuxième cartouche, malgré l'efficacité du frein de bouche. Les tireurs les plus expérimentés parvenaient à maintenir une dispersion acceptable sur des cibles rapprochées, mais au-delà de 150 mètres, l'efficacité du tir automatique devenait très aléatoire. La commission nota que cette caractéristique limitait considérablement la valeur tactique du mode automatique, qui constituait pourtant l'argument commercial central de l'arme auprès de l'état-major. Malgré ces réserves techniques sérieuses, la commission d'adoption rendit un verdict favorable à l'AVS-36 en 1936. La décision fut en partie motivée par des considérations politiques évidentes. L'Union soviétique avait besoin de démontrer sa capacité à produire des armes d'infanterie modernes, et l'AVS-36 représentait sur le papier une avance technologique indéniable sur tout ce que les armées occidentales avaient alors en dotation standard. La production fut lancée à l'usine d'Ijevsk avec des objectifs ambitieux, et les premières livraisons aux unités de l'armée rouge débutèrent dans les mois suivants. La coexistence entre Simonov et Tokharev dans les couloirs du système d'armement soviétique n'était pas simple. Tokharev n'avait pas abandonné la compétition après la défaite de 1936. Il continuait à perfectionner son propre fusil, tirant les leçons des essais comparatifs pour corriger les faiblesses que ses ingénieurs avaient identifiées. Il savait, et Simonov le savait également, que la commission militaire resterait attentive aux incidents de terrain signalés par les unités équipées d'AVS-36. Chaque rapport négatif en provenance des régiments serait une munition supplémentaire dans l'arsenal de ses adversaires. Et des rapports négatifs, il allait en venir. Les premières unités équipées se heurtèrent rapidement à une réalité que le polygone n'avait qu'imparfaitement simulée. Les soldats ordinaires, peu familiers avec les armes complexes, commettaient des erreurs d'entretien qui entraînaient des incidents de fonctionnement répétés. La non-interchangeabilité des pièces entre différents exemplaires posait des problèmes logistiques concrets dès qu'une arme nécessitait une réparation en dehors de son unité d'origine. Les armuriers régimentaires se trouvaient parfois dans l'impossibilité de remettre en état une AVS-36 endommagée, faute de disposer des composants originaux appariés à cet exemplaire précis. Ces difficultés, mineures individuellement, formaient collectivement un tableau préoccupant qui remontait régulièrement vers les bureaux de l'état-major. Le 30 novembre 1939, l'armée rouge franchit la frontière finlandaise sur plusieurs axes simultanés, convaincue que la résistance serait écrasée en quelques semaines. Les divisions soviétiques qui avançaient à travers les forêts de Carélie étaient équipées, entre autres armes, d'AVS-36, distribuées aux unités d'élite et aux sous-officiers. La température extérieure cette nuit-là était de moins 20 degrés Celsius, et elle allait continuer à baisser dans les semaines suivantes. Ce détail climatique, qui semblait secondaire dans les plans d'état-major rédigés dans les bureaux chauffés de Moscou, allait se transformer en facteur décisif pour le destin de l'arme de Simonov. Les premiers rapports inquiétants arrivèrent dès les 2 premières semaines de combat. Les mécanismes de l'AVS-36, conçus et testés dans des conditions tempérées, réagissaient très mal aux températures extrêmes de l'hiver finlandais. Les lubrifiants utilisés en dotation standard se solidifiaient partiellement en dessous de moins 15 degrés, épaississant au point de ralentir significativement le cycle de rechargement automatique. Le coin de verrouillage, dont les tolérances de fabrication étaient serrées par conception, subissait des contractions thermiques qui modifiaient les jeux fonctionnels de façon imprévisible. Certains exemplaires refusaient de s'ouvrir après un tir, d'autres s'ouvraient prématurément, éjectant la douille avant que la pression dans le canon soit redescendue à un niveau sûr. Les soldats soviétiques dans les tranchées finlandaises développèrent rapidement des solutions improvisées pour maintenir leurs armes en état de fonctionnement. Certains dormaient avec leur AVS-36 glissé sous leur manteau, contre leur corps, pour empêcher les mécanismes de geler pendant la nuit. D'autres utilisaient des graisses animales récupérées sur les rations alimentaires pour remplacer les lubrifiants réglementaires devenus inutilisables.
Ces adaptations témoignaient de la débrouillardise remarquable des fantassins soviétiques, mais elles révélaient aussi une vérité fondamentale que les concepteurs de l'arme n'avaient pas suffisamment anticipée. Une arme militaire destinée au théâtre d'opérations soviétiques devait fonctionner de façon fiable à des températures que les bancs d'essai des polygones n'avaient jamais réellement simulées. La ligne Mannerheim opposait aux assauts soviétiques une défense finlandaise d'une efficacité redoutable. Les tireurs d'élite finlandais, parfaitement adaptés à leur environnement forestier, infligeaient des pertes sévères aux unités soviétiques qui progressaient en colonne sur les routes enneigées. Dans ce contexte tactique, la fiabilité de l'arme individuelle n'était pas une question abstraite. Un fusil qui s'enrayait au moment critique pouvait coûter la vie à son porteur et à ses camarades. Les rapports des commissaires politiques attachés aux unités de combat commencèrent à mentionner explicitement les défaillances de l'AVS-36, un fait suffisamment grave dans le système soviétique pour attirer immédiatement l'attention des échelons supérieurs. Un autre problème apparu sur le terrain concernait directement la complexité mécanique que les ingénieurs d'Ijevsk avaient si soigneusement polie dans leurs ateliers. En conditions de combat réel, les armuriers régimentaires n'avaient ni le temps ni les conditions nécessaires pour effectuer les interventions délicates que réclamait l'AVS-36 lorsqu'elle tombait en panne. Une simple accumulation de résidus de combustion dans le logement du poussoir de culasse pouvait immobiliser l'arme, et le déblocage exigeait un démontage partiel que peu de soldats maîtrisaient suffisamment pour l'exécuter rapidement sous le feu. Les fusils à verrou que l'AVS-36 était censé remplacer auraient continué à fonctionner dans les mêmes conditions avec un simple coup de chiffon. La question du tir automatique, présentée comme l'avantage décisif de l'arme lors de son adoption, se révéla dans les combats de Carélie d'une utilité beaucoup plus limitée qu'espérée. Les engagements dans la forêt dense se déroulaient à courte distance, souvent dans une visibilité réduite par la neige et les arbres. Dans ces conditions, la dispersion élevée du tir en rafale devenait un défaut critique plutôt qu'un avantage tactique. Les soldats qui activaient le mode automatique consommaient leur magasin de 15 cartouches en quelques secondes, se retrouvant désarmés au moment précis où l'ennemi chargeait. Les commandants d'unités, ceux-là même qui étaient censés contrôler l'accès au mode automatique via la vis de commutation, donnèrent rapidement des ordres informels interdisant son utilisation sauf en dernier recours. Paradoxalement, l'AVS-36 trouva pendant cette même guerre une vocation inattendue pour laquelle elle n'avait pas été spécifiquement conçue. Plusieurs unités soviétiques commencèrent à l'utiliser comme fusil de précision semi-automatique, montant sur les exemplaires équipés de leurs rails de visée, les lunettes optiques disponibles en dotation. La précision intrinsèque de l'arme en tir coup par coup était réelle, et sa capacité à enchaîner rapidement plusieurs tirs précis sans réarmer manuellement représentait un avantage tactique concret pour les tireurs désignés qui devaient engager plusieurs cibles en succession rapide. Cet emploi en fusil de précision de l'AVS-36 constitua l'une des rares notes positives que les rapports de combat de la guerre d'hiver mentionnèrent à son sujet. La décision de remplacer l'AVS-36 fut prise à Moscou avant même la fin des hostilités avec la Finlande. Le fusil semi-automatique SVT-38 de Tokarev, plus simple à fabriquer et dont les problèmes de fonctionnement par grand froid s'avéraient moins critiques, fut désigné comme successeur officiel. La production de l'AVS-36 fut officiellement arrêtée en 1939, après la décision du comité de défense du 17 juillet, la fabrication se poursuivant jusqu'en 1940, avec un total estimé entre 33 000 et 65 800 exemplaires produits. Simonov reçut l'ordre de cesser tout développement ultérieur de cette lignée et de concentrer ses efforts sur d'autres projets. Pour lui, ce n'était pas une défaite définitive, mais pour son AVS-36, le verdict semblait sans appel. Le 22 juin 1941, les divisions blindées allemandes déferlèrent sur les positions soviétiques, avec une violence qui désorganisa instantanément les lignes de commandement et les chaînes logistiques de l'armée rouge. Dans la confusion des premières semaines de l'opération Barbarossa, les dépôts d'armement soviétiques tombèrent en masse aux mains de l'ennemi, ou furent évacués en catastrophe vers l'Est. Parmi les dizaines de milliers d'armes récupérées dans ces entrepôts abandonnés, se trouvaient des caisses entières d'AVS-36, sorties des stocks de réserve où elles avaient été entreposées depuis l'arrêt de leur production. Ces armes, officiellement retirées du service actif, allaient connaître un ultime chapitre de leur existence combattante dans des circonstances que personne n'avait anticipées. Les unités soviétiques en retraite, décimées et privées de leur dotation réglementaire,
reçurent l'ordre de récupérer et d'utiliser tout ce qui pouvait tirer. Les AVS-36 ressurgirent ainsi dans les mains de soldats qui n'avaient jamais reçu la moindre formation sur cette arme, des fantassins habitués aux fusils à verrou Mosin-Nagant qui découvraient pour la première fois le mécanisme semi-automatique de Simonov dans le feu des combats défensifs de l'été 1941. Les incidents de fonctionnement se multiplièrent, non plus seulement à cause des défauts intrinsèques de l'arme, mais parce que des soldats non formés tentaient de la faire fonctionner sans en comprendre les subtilités mécaniques. Certains bloquaient involontairement le mécanisme en tentant de réarmer manuellement une arme qui venait pourtant de tirer normalement. Une confusion entre le comportement d'un fusil semi-automatique et celui du Mosin-Nagant qu'ils connaissaient depuis leur conscription. Du côté finlandais, la situation était radicalement différente. Les soldats de l'armée finlandaise avaient récupéré pendant la guerre d'hiver un nombre significatif d'AVS-36, abandonnés ou prises sur des soldats soviétiques tués au combat. Les armuriers militaires finlandais, méthodiques et compétents, avaient étudié ces prises de guerre avec le plus grand soin. Ils avaient identifié les faiblesses de lubrification par grand froid et développé des protocoles d'entretien adaptés aux conditions climatiques nordiques. Les exemplaires finlandais les mieux entretenus fonctionnaient de façon satisfaisante entre les mains de servants formés spécifiquement à leurs particularités. Certains de ces fusils furent utilisés activement pendant la guerre de continuation qui débuta en juin 1941 aux côtés des forces allemandes, retournant ainsi leurs canons contre l'armée qui les avait conçus. Les Allemands, de leur côté, cataloguèrent soigneusement les AVS-36 capturés sous la désignation de service Selbstladegewehr 257 Russisch, les intégrant dans leurs inventaires de matériel ennemi utilisable. Les techniciens de la Wehrmacht qui les examinèrent rédigèrent des rapports d'analyse détaillés, notant avec un intérêt professionnel évident la sophistication du mécanisme de fermeture par coin vertical et la qualité de fabrication des premiers exemplaires de série. Ces rapports mentionnaient explicitement que le niveau de finition des AVS-36 de 1936 dépassait ce que les services de renseignement allemands attendaient de la production industrielle soviétique de cette période. Quelques exemplaires en bon état de fonctionnement furent redistribués à des unités de sécurité opérant en territoire occupé, où leur capacité semi-automatique représentait un avantage appréciable face à des partisans soviétiques armés de fusils à verrou. Dans les unités de partisans soviétiques précisément, l'AVS-36 connut paradoxalement une troisième vie inattendue. Les brigades de partisans, opérant derrière les lignes allemandes en Biélorussie et en Ukraine, récupéraient toutes les armes disponibles, sans distinction d'origine ni de modèle. Des AVS-36, issus de dépôts souterrains constitués avant l'avance allemande, se retrouvèrent entre les mains de combattants irréguliers qui n'avaient aucune documentation technique, aucun lubrifiant réglementaire et aucune armurerie de campagne. Dans ce contexte de pénurie absolue, la complexité mécanique de l'arme de Simonov se retournait une fois de plus contre elle. Les pannes non réparables condamnaient progressivement chaque exemplaire à l'inutilisation, et les AVS-36 disparurent des mains des partisans au fur et à mesure que leur mécanisme s'usait sans possibilité de remplacement des pièces défectueuses. La dernière mention documentée d'une utilisation opérationnelle d'AVS-36 par des forces soviétiques régulières remonte au combat défensif de l'automne 1941 devant Moscou, lorsque des divisions de milices populaires, constituées à la hâte, recurent des dotations d'armes de réserve incluant des exemplaires de cette vingtaine de milliers de fusils stockés depuis 1938. Ces miliciens, ouvriers et étudiants mobilisés en urgence pour défendre la capitale soviétique, se battirent avec ces armes dans les faubourgs de la ville pendant les semaines les plus critiques de toute la guerre. Plusieurs témoignages de survivants mentionnèrent la difficulté d'entretenir ces fusils dans les conditions hivernales des tranchées creusées en urgence dans la banlieue moscovite, mais aussi l'avantage indéniable que représentait leur cadence de tir semi-automatique face aux assauts d'infanterie allemande. Simonov lui-même ne s'attarda pas longtemps sur l'échec de son AVS-36. Dès 1941, il travaillait déjà sur un projet d'une nature entièrement différente, un fusil anti-char semi-automatique qui aboutirait au PTRS-41, une arme qui se distingua réellement sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Puis vint le SKS, sa carabine semi-automatique de 1945, qui reprenait plusieurs principes mécaniques de l'AVS-36 en les simplifiant radicalement, tirant les leçons de chaque erreur commise une décennie plus tôt.
Le verrouillage par coin vertical, jugé trop complexe sur l'AVS-36, laissa place à un système à bascule plus robuste. La capacité automatique, source de tant de controverses, fut définitivement abandonnée. Ce que Simonov avait appris en forgeant son premier grand fusil se retrouvait ainsi condensé dans une arme que des millions de soldats à travers le monde allaient utiliser pendant des décennies. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous faites partie des passionnés qui méritent le meilleur contenu sur l'histoire des armes. Laissez un commentaire pour nous dire quelle arme vous souhaitez découvrir dans le prochain épisode et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire. Je suis Théo Calibre et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.